Bonsoir à toutes et à toutes. Chronique numéro 188. Et dans cette chronique, je vais vous parler des liens entre les anciens nazis, qui le sont restés, les États-Unis, et plus particulièrement la CIA, et sa lutte au nom de l'anticommunisme, et pour la promotion du capitalisme et du libéralisme économique sur le continent américain. Bien entendu, les Américains, ne pouvant se permettre d'intervenir directement, ont utilisé des réseaux. Et en cas d'espèce, nous connaissons brièvement l'assassin de Jean Moulin, plus particulièrement Klaus Barbie, qui s'est illustré à Lyon en tant que responsable de la Gestapo, et dont bien entendu Jacques Vergès fut son avocat, et rien n'a été fait état de son rôle non seulement au sein de la CIA, mais également dans les dictatures néolibérales et d'extrême droite, comme la dernière où il a eu à s'illustrer, puisque bon et loyaux service, on l'a décoré du grade de colonel dans la fameuse dictature de Hugo Banzer. Alors Klaus Barbie, SS et membre de la Gestapo comme je l'ai mentionné, lui qu'on a surnommé le boucher de Lyon, Barbie est un féroce tortionnaire pendant la guerre, engagé bien entendu par la CIA après l'opération Paperclip. Alors l'opération Paperclip, c'est recrutement de tous ces anciens nazis qui furent des scientifiques. Une partie des doctrinaux ont été exécutés et, lors du procès de Nuremberg, je dirais les moins utiles. Et donc parlons de Barbie dans les médias, ceux qui nous regardent. Donc Barbie, comme je viens de le préciser, fut engagé par la CIA pendant 4 ans, puis contraint de fuir encore. Alors il s'établira, je dirais, pas en Argentine, comme on aurait pu le croire, mais il ne fera que passer, puisque sa destination finale est la Bolivie, la fameuse Bolivie de Hugo Banzer. Et dès les années 70, il se mettra au service de la dictature bolivienne et torturera les opposants au régime du dictateur Hugo Banzer. Alors souvenez-vous, Klaus Barbie, qui fut interviewé par le journaliste Alfredo Serra à La Paz, la capitale de la Bolivie, en 1972, il a alors déclaré S'il vous plaît, ne me parlez pas encore de l'histoire de 6 millions de juifs, c'était une guerre, et pendant la guerre, les gens meurent. » Sinistre personnage. Nous avons également Gerhard Bonn, officier SS, qui a joué un rôle très important dans le programme d'euthanasie fixé par Hitler. Et selon ce programme, toutes les personnes que les nazis jugent atteintes de maladies incurables, handicapés physiques ou mentaux, aveugles, sourds, alcooliques, chroniques, épileptiques, schizophrènes, doivent être exterminées. Et Bonn dirige l'organisme chargé de cette extermination systématique et participe, je dirais ainsi, à l'assassinat de 62 273 Allemands. Parce qu'il ne faut pas oublier que les premiers à payer le lourd tribut juste après l'ascension au pouvoir de Adolf Hitler fut les handicapés dans les familles allemandes, sous prétexte qu'ils étaient, je dirais, incapables de pouvoir être des individus sains de corps et sains d'esprit. Il ne fallait pas financer des individus qui, en définitive, ne seront jamais, selon la doxa du Troisième Reich, des gens normaux. Alors Bonn, bien entendu, réussit à émigrer en Argentine en 1949 via l'Italie.
N'oublions pas également la responsabilité de l'Église catholique à l'époque, qui a permis à beaucoup d'anciens nazis de pouvoir filer en Amérique latine. Également la Croix-Rouge, hein, qui à l'époque fournissait des passeports, et dont Beaune, effectivement, était expédié sous son vrai nom, et il reste, je dirais, à Buenos Aires, à Buenos Aires, jusqu'à ce que Perón soit renversé en 1955. Et Beaune, se sentant plus, je dirais, en odeur de sainteté, voire même en sécurité en Argentine, choisit de retourner en Allemagne. Il sera tout de même jugé, puis libéré, il émigre une seconde fois vers l'Argentine en 63, sous, je dirais, une fausse identité, Alfred Rüdiger Kart. Finalement extradé vers l'Allemagne, les procédures judiciaires n'auront pas lieu car il est jugé trop faible et malade, voire trop vieux pour les supporter. Nous avons également, je dirais, Adolf Eichmann, hein, SS, qui en 1941 est nommé Ostrommenbannführer, lieutenant-colonel SS. Et Eichmann dirige la section des affaires juives et déportations, qui a, je dirais, un rôle majeur dans le programme d'extermination nazie. Il planifie en effet tous les départs de convois vers les camps de la mort. Il est donc l'un des principaux responsables de plusieurs millions de décès. Et ma foi, en juin 50, ayant réussi à s'échapper d'un camp de prisonniers, il obtient un passeport international de la Croix-Rouge grâce au père Eduardo Domoter. Donc, il embarque sur le Giovanni le 17 juin sous le nom de Ricardo Clement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le passeport de la Croix-Rouge délivré à Eichmann, on reconnaît bien, je dirais, puisqu'aujourd'hui les archives sont disponibles, la signature d'Eduardo Domoter et également le cachet du Vatican. Alors, Carlo Horst Pflügner, hein, qui fournira un logement à Buenos Aires et à Buenos Aires, ainsi qu'un emploi dans la société de construction, la fameuse Capri, dont le but est de donner du travail aux techniciens nazis via des réseaux. Et après la faillite de Capri en 1953, il multiplie les emplois de blanchisserie à l'élevage de lapins. Il travaillera finalement pour l'entreprise Mercedes-Benz. Et les agents israéliens du Mossad, n'ayant pas effectivement les mêmes intérêts que la CIA, le retrouve et retrouve sa trace et l'arrête en 1960. Alors malgré une situation précaire, à partir de 1953, Eichmann, au responsable du génocide juif, s'offrira facilement une nouvelle vie dans la société argentine. Nous avons également Hans Effenmann, hein, je dirais comme Gerhard Bonn. Il fait partie du programme d'euthanasie d'Hitler appelé Action T4. Après la guerre, la Croix-Rouge lui procure un passeport adressé à son vrai nom, à l'instar de son collègue Gerhard Bonn. Effenmann retournera en Allemagne après le renversement de Perón et la justice se montrera clémente envers lui en raison de son état de santé. Alors, je pense que on commence à voir certaines complicités dans la République fédérale allemande, puisque on considère effectivement que la plupart des juges ont été très cléments. Je vous envoie aux écrits de prison de Erich Honecker, qui n'a pas hésité à fustiger, ancien bien entendu dernier président du comité central de l'Allemagne de l'Est, et qui n'a pas hésité à pointer du doigt la responsabilité de beaucoup d'anciens nazis ayant traversé les mailles du filet, étant devenus des grands notables dans la République fédérale allemande. N'oublions pas Gehlen, qui a été un des fondateurs des services secrets de la République fédérale allemande, et qui lui-même était un ancien nazi. Donc, je ne vais pas trop faire du hors-sujet et parler de la problématique de la dénazification en Allemagne de l'Ouest, mais n'oublions pas qu'à un moment donné, ces individus ont même réussi à être à la tête de l'État. Il a fallu attendre que Beat Klarsfeld s'illustre pour dénoncer cet état de fait pour que les autorités allemandes soient obligées de prendre, je dirais,
des initiatives dans ce sens. Alors nous avons également Walter Kuschmann, qui était un SS membre de la Gestapo. Il est responsable de la mort de 38 civils polonais et de la déportation de plus de 15 000 juifs. Après la guerre, Kuschmann fuit en 1947 sous le nom de Pedro Ricardo Olmo depuis l'Espagne franquiste. Son passeport indique la profession exercée par le fugitif charpentier. Il se fait vite, je dirais, naturalisé argentin et il demeurera à Miramar dans la province de Buenos Aires et il deviendra le chef de l'entreprise allemande Osram, spécialisée dans la fabrication d'articles électriques. Alors il faut savoir que toutes ces entreprises qui étaient montées par les réseaux germaniques avaient des liens avec la mère patrie, c'est-à-dire avec la République fédérale allemande. On verra aussi également Mengele, dont sa famille possédait, je dirais, la plupart des articles motoculteurs de l'industrie agricole. Et donc, bien entendu, les liens au sein même du pouvoir politique, par le biais des États-Unis, puisque la plupart de ces individus qui furent anticommunistes féroces ont été recyclés par la CIA. Bref, revenons à Walter Kuschmann. Alors, comme je l'ai dit, la police ne leur attaque qu'en 1985. Il ne regrettera, je dirais, il ne regrettera et ne reconnaîtra jamais ses crimes. Il meurt d'une crise cardiaque à Buenos Aires avant que son extradition n'ait pu avoir lieu. Il semble à l'hôpital Fernandez le 30 de agosto, c'est le 30 août 1986. 1986. Alors nous en arrivons effectivement à ce que je viens de parler, Joseph Mengele. Nommé à Auschwitz en 1943, le SS et Dr Mengele est responsable d'atroces expériences sur les détenus du camp, ainsi que d'avoir envoyé des dizaines de milliers de déportés vers les chambres à gaz. Il a laissé une marque indélébile dans la mémoire des survivants d'Auschwitz. Après la guerre, il échappe aux Alliés et fuit en Argentine en 1949 sous l'identité d'Helmut Gregor. Sa profession est officiellement celle de mécanicien. Il reprend son vrai nom quelques années plus tard, en toute sécurité, et après plusieurs années passées en Argentine. Il s'établira au Paraguay. Et Joseph Mengele, qui a repoussé, je dirais, à Auschwitz les limites de la cruauté, aurait connu personnellement Juan Domingo Perón. Ce qui corrobore finalement, ce qui est corroboré par certains journalistes argentins. Petite information, petit entrecrochet, lors d'un interview en 1970, Juan Domingo Perón confie au journaliste Thomas Eloy Martínez qu'il a souvent reçu dans son palais présidentiel la visite d'un généticien qui travaillait sur l'amélioration du bétail dans une propriété du Paraguay et faisait des merveilles. Thomas Eloy Martínez lui demande alors le nom de ce génie, ce quoi répond bien entendu Perón. Ah, je ne me souviens plus, c'était un de ces Bavarois, bien bâtis, cultivés, fiers de leur origine. Puis la mémoire lui revient, ah oui, je me souviens, il s'appelait Grégor. Ah oui, c'est cela, le docteur Grégor. Alors, nous avons également Eric Priebach, officier SS. Il sert d'interprète entre Hitler et Mussolini et travaille pour la Gestapo, notamment en Italie. En mars 1944, il participe au massacre des fosses d'Ardeatine et des otages y sont fusillés à Rome en représailles contre une attaque de soldats allemands par des partisans italiens, communistes. Alors en 1943, Priebach, qui a beaucoup de relations en Italie, obtient sans difficulté de faux papiers sous le nom de Otto Pape et embarque pour Buenos Aires, donc Buenos Aires, et il vivra très vite sous sa véritable identité, reconstruira, je dirais, sa vie à San Carlos de Bariloche, ville de tradition germanique en Patagonie. Il occupe des fonctions importantes, dont celle de directeur d'une école allemande. Et ce n'est qu'en 1994, qu'il sera retrouvé presque par hasard par une équipe de journalistes nord-américains puis arrêté. Continuons. Nous avons Hans
Ulrich Rödel, qui est un pilote de la Luftwaffe. Pendant la guerre, il a été l'officier le plus décoré par Hitler. Il arrive à Buenos Aires en 1948 par un vol partant de Rome, muni d'un passeport de la Croix-Rouge, sous le pseudonyme d'Emilio Meyer. En Argentine, le gouvernement argentin le nomme conseiller à l'Institut national d'aéronautique de la ville de Cordoba, située au nord du pays, me semble-t-il. Rudel n'est pas seul, il travaille en collaboration avec plusieurs de ses compatriotes, dont le général de la Luftwaffe, Adolfo Galland. Rudel aidera également ses collègues nazis qui émigrent peu à peu dans le pays, notamment en ce qui concerne les formalités, je dirais, administratives et leurs faux papiers. Pardon. Il devient l'ambassadeur de certaines entreprises allemandes, telles que Siemens. Tiens. Publie des livres qui relatent ses exploits militaires et collabore avec la revue mensuelle néo-nazie Der Weg. Il est un proche de Juan Perón, qui met à sa disposition une Mercedes-Benz, mais aussi du dictateur paraguayen Alfredo Stroessner, et postérieurement de Augusto Pinochet. Jusqu'à sa mort en 1982, Rudel participera à des réunions ainsi qu'à de multitudes de manifestations néo-nazies. Bien entendu, ce brave petit monde était en contact avec la CIA, il faudra le préciser. Continuons la liste, elle est longue. Nous avons Willem Sassem, SS et espion nazi d'origine hollandaise, arrivé en Argentine en 1948 sous le nom de Jacopus Janssen. Et proche du criminel et fugitif Adolf Eichmann. Deviendra son porte-parole, très ami de l'as de la Luftwaffe, Ulrich Rudel. Il sera également son chauffeur. Dans son cercle d'amis se trouve aussi Joseph Mengele, bien entendu. Il démentira souvent les accusations de crimes contre l'humanité qui pèsent sur le docteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sassen est un personnage central de la communauté nazie, installée en Argentine. Il connaît tous les anciens SS et favorise des échanges entre eux. Il travaille également pour la revue nazie Der Weg. Dans les années 70, il entretient des relations amicales avec le dictateur Augusto Pinochet et Alfredo Stroessner, et leur sert même de conseiller. Nous avons également Joseph Schwamberger, SS de la Légion autrichienne, responsable de la mort d'environ 15 000 personnes. Pendant la guerre, il dirige plusieurs camps de travaux forcés en Pologne, ainsi que le ghetto juif de Przemysl, ville du sud-est, me semble-t-il, de la Pologne. Et dans ce ghetto, toujours accompagné d'un féroce berger allemand, il a coutume de tirer au hasard sur le moindre être humain qui croise son chemin. Après la guerre, il avoue froidement certains de ses crimes. Je cite, « J'ai mené à bien des exécutions de 35 individus en leur tirant dans la nuque avec un pistolet à une distance d'environ 10 cm, et s'ils montraient encore quelques signes de vie, je leur tirerais sur la tempe. » Alors fin 1943, Schwamberger organise des déportations vers Auschwitz depuis le ghetto de Przemysl, de sorte qu'il ne reste plus aucun juif dans la ville. Arrêté à la victoire des Alliés, il réussit à s'enfuir et se cacher en Italie. Il embarque pour Buenos Aires sans le passeport de la Croix-Rouge, mais avec en revanche un permis de débarquer fourni secrètement par Carlos Fulbner. Il est un des rares criminels de guerre en fuite à ne pas avoir utilisé de passeport international ni de faux nom. Le chasseur de nazis Simon Wiesenthal affirme que Schwamberger vivra de nombreuses années à La Plata, dans près de Buenos Aires, et il sera retrouvé en 1973. Le criminel travaille alors pour une compagnie allemande ayant des liens avec la République fédérale allemande, et il prend la fuite avant que son extradition n'ait pu avoir lieu. Et je dirais que 4 ans plus tard, Wiesenthal est toujours à la recherche de Schwamberger, dont il a perdu la trace. Il reconnaît alors que le retrouver est devenu l'une de ses priorités.
Nous en arrivons bien entendu à Martin Bormann. Martin Bormann, hein, qui est une des personnalités les plus proches d'Adolf Hitler, mais qu'il soit, je dirais, toujours resté dans l'ombre, est beaucoup plus discret que Göring ou Goebbels, ou même Himmler. Il est à la fois l'ennemi, l'administrateur, le secrétaire et l'homme de confiance du Führer. Il est également chef de la chancellerie du parti nazi. Il applique sans rechigner, même avec un certain zèle, tous les ordres du Führer, et lui sera toujours fidèle. Alors il joue un rôle capital dans la mise en place de l'application du programme d'extermination hitlérien. Il est l'éminence grise du Troisième Reich, un de ces anonymes qui faisait tourner les rouages. À la fin de la guerre, son destin devient une énigme. Médecins, légistes et chercheurs défendent tantôt la thèse du suicide, tantôt la thèse de la fuite. Selon plusieurs recherches et témoignages, Bormann aurait vécu temporairement en Argentine, puis au Paraguay. Aux archives de la Nation à Buenos Aires, parmi les dossiers consacrés aux nazis en Argentine, 2 épais dossiers lui sont consacrés, bien que le mystère soit entier. L'hypothèse de la fuite du secrétaire d'Hitler dans les pays du cône sud reste, quoi qu'il en soit, une thèse plausible. Nous en arrivons effectivement à Wilfried von Owen, un ancien propagandiste. Von Owen est un autre fugitif important puisqu'il adhère très tôt au modèle national-socialiste. En 1927, il rencontre le futur ministre de la propagande, le funeste Joseph Goebbels, dont il deviendra le secrétaire privé. Il le servira fidèlement jusqu'à son dernier jour après la guerre. Von Owen vivra entre le Paraguay et l'Argentine, où il devient une personnalité importante de la communauté allemande, présupposée communauté nazie. Entre 1952 et 1962, il sera le rédacteur en chef d'un périodique pro-nazi en langue allemande, Die Freie Presse, qui poursuit la tradition du Deutsche La Plata Zeitung. Diffusé dans les années 30 et 40, et dans les années 60, il dirige un autre hebdomadaire, le Deutsche Kommentar am Rio de la Plata, et qui sont une grande popularité et qui récupère essentiellement les lecteurs de la revue nazie der Weg, interdite en 1957. Von Owen collabore avec tout un noyau d'anciens espions ou propagandistes nazis, dont Reinhard Kops, Johann von Lehr, dont les noms ont été invoqués comme étant agents de la CIA. Alors il finira ses jours à Buenos Aires sans jamais avoir été inquiété. Nous avons cité Johann von Lehr, donc nous allons essayer de traduire rapidement son itinéraire. Donc Johann von Lehr, virulent propagandiste anti-juif, est également membre de l'ASS, il travaille pour le ministère des Affaires étrangères dès 1928, proche du ministre de la Propagande encore, l'inénarrable funeste Joseph Goebbels. Il est aussi rédacteur en chef de la revue nazie Will and Weg. Von Lehr se forge très vite une réputation d'un propagandiste efficace et d'un spécialiste de la question juive. Il côtoie plusieurs théoriciens racistes et rédige pamphlets et articles antisémites pour de nombreux périodiques nazis. Il publiera également plusieurs livres racistes ainsi qu'un album de photos intitulé Juden sehen dich an. Les Juifs vous regardent. On peut y voir plusieurs clichés de personnalités juives, notamment celle du physicien Albert Einstein, également Karl Marx, Lénine, Rosa Luxembourg, j'en passe. La liste serait longue et exhaustive. Alors après la guerre, von Lehr est arrêté et interné pendant 18 ans, une période qu'il qualifiera de longs mois, où la fine fleur du national-socialisme était à la merci des nègres, des pourceaux hébraïques derrière les barbelés, selon ses dires. Il gagnera Buenos Aires, où il deviendra l'ami intime de Juan Perón, rédacteur en chef de la revue néo-nazie Der Weg, évoquée précédemment. Donc il collabore à d'autres journaux nazis, fascistes, sous différents noms. Il exerce donc librement le métier qui était le sien dans les années 30 sous Hitler. Il fera enfin partie du cercle nazi du pays, en restant en contact avec ses confrères fugitifs, Eichmann, Mengele, Bormann, Rudel, von Owen. Von Lehr est considéré comme un gardien militant de l'idéologie nazie.
Les historiens et spécialistes des sciences politiques se groupaient autour du professeur John Fonder, mais à eux, plus strict incognito. Il y avait, je dirais, des huiles, Eichmann, Mengele, et ces années furent dominées par notre bienfaiteur Juan Domingo Perón, selon ses dires. Alors les criminels de guerre français, belges, croates ou allemands ont bel et bien un avenir en Argentine après la guerre. Les experts nazis, tout particulièrement leur intégration dans la société, encouragée par les différents dictateurs, différentes nations d'Amérique latine, et sous, bien entendu, le regard intéressé euh, du grand frère américain. Et cela fut une réussite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'anciens nazis réfugiés en Argentine ne seront jamais inquiétés. Et pour cause, cela peut être gênant à l'égard, effectivement, des États-Unis, puisqu'utilisés comme œil, je dirais, ou comme surveillant d'une montée éventuelle du marxisme ou du socialisme dans ces pays. Alors, on pourrait en parler pendant des heures de toutes les opérations que les Américains ont su mettre en place pour protéger, à commencer par la Colonia Dignidad, qui fut également une secte protégée où la torture fut, je dirais, exécutée à l'intérieur de cette colonie, y compris même pour, je dirais, des opposants argentins, des opposants chiliens, pardon. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Mais je vous invite à lire les différents ouvrages que j'ai mis sur mon portail et qui font état d'une façon plus, je dirais, plus précis, et avec des chiffres, des tableaux, des photos, et je dirais de la documentation, faisant état de la responsabilité et des passerelles entre les officiels de la République fédérale allemande et les officiels, bien entendu, des services secrets américains. Tout cela, bien sûr, tout ce petit monde euh, furent dans une farandole de différents services secrets au nom de la lutte de l'anticommunisme. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vais m'arrêter là, sinon la chronique risque de durer plus longtemps et risque d'être rébarbatif et en fatiguer plus d'un. Je vous dis à la prochaine chronique et merci de m'avoir écouté.